Le problème des ETF sur Bitcoin, c'est que, comme on vient de dire, les mineurs ils sont incentivés par les récompenses des blocs et par les transactions on-chain. Mais si demain, je sais pas, tu as 40% des bitcoins qui sont dans la GTF, les transactions on-chain, il n'y en a plus. Ouais. Et du coup, les mineurs, ils sont plus incentivés, ils ont plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Mais à mon sens, les choix qui ont été faits pour Ethereum le rendent plus vulnérable à une attaque d'ampleur. Parce que maintenant, on n'a pas d'obligation pour. Enfin, les validateurs n'ont pas d'obligation d'être OFAC compliant, mais pourtant, il y a presque 50% qui le sont déjà. Et donc, je me dis, d'ici 10 ans, si jamais il y a vraiment une loi, les États-Unis passent une loi un peu liberticide, ça pourrait être assez catastrophique pour Ethereum. Ben, bonjour Charles. Bonjour Marius. Très content de te voir ici et de pouvoir faire cette interview. Merci de m'accueillir et ravi de participer au podcast. Ouais, super, merci. Et donc tu es CTO de Ledger, donc c'est directeur de la technologie. Est-ce que tu peux expliquer pour l'audience un peu quel est ton rôle plus précisément, parce que c'est peut-être un peu flou pour les personnes qui ne sont pas communes à cet environnement. Mon rôle, c'est un rôle de technologie. Je m'occupe de la technologie de Ledger en général, du développement des produits, de la sécurité, de l'architecture, de l'infrastructure. Ce qu'on fait à Ledger, c'est des produits qui sont très technologiques. Du coup, l'équipe tech ou global, c'est un élément important de l'entreprise. Ouais, c'est même le point le plus important. S'il n'y a pas ton rôle, il n'y a pas de produit. Et... Ouais, après, oui, c'est très important, effectivement, mais il y a d'autres fonctions qui sont aussi très importantes. Une entreprise, c'est tout le monde, évidemment. Mais c'est vrai que l'objet de ce qu'on fait à Ledger, c'est un objet, ce qu'on fait, les produits qu'on développe, c'est des produits qui sont tech, donc c'est encore plus important que dans d'autres boîtes où la technologie peut être juste au service d'autres choses, quoi. Ouais, clairement. Et donc vous avez récemment lancé 2 produits. Donc il y a le Ledger Flex, Stacks d'abord, ouais. que vous avez annoncé il y a un moment, qui avait eu des retards et maintenant il est finalement disponible en pré. Il est disponible en achat sur ledger.com. Là, la livraison, elle est dans quelques semaines, je crois, mais en tout cas, on peut le commander maintenant. Et la livraison arrive dans quelques semaines, pendant que le Flex, il est en stock directement, il est shippé dès le lendemain, quoi. Ok, et là je vois qu'on a l'édition Bitcoin Only, c'est ça? Le orange Alors, non, c'est l'édition Bitcoin, ouais, avec le petit liseré orange. Ouais. Après, et le petit logo derrière aussi. Exactement. Après, on peut loader l'application Bitcoin, mais si on veut loader d'autres applications, ça reste possible. C'est juste la couleur qui change, quoi. Exactement. Donc là, on voit Stacks et Flex, on a développé une plateforme technologique qui est similaire, c'est la même plateforme technologique. On est parti de ce qu'on avait déjà construit avec les nanos, avec le Secure Element, etc. Et on a travaillé sur développer un Secure Display qui soit donc plus grand, qui permet d'avoir un meilleur confort d'utilisation, etc. Et du coup, le premier qu'on a développé sur cette plateforme, c'est Stacks, avec l'écran qui est courbé. Et on voit sur la tranche, on peut donner le nom du device, il va y avoir des informations sur l'état de la batterie, etc. Et Stacks, il est stackable, c'est pour ça qu'il s'appelle Stacks. Et parce que donc, du coup, il y a des aimants qui permettent, quand on en a plusieurs, on va pouvoir les stacker les uns sur les autres. Sur cette plateforme technologique, on a développé un second produit, c'est donc Ledger Flex. Donc on utilise vraiment la même plateforme technologique, l'ensemble des features est quasiment exactement le même. Au détail près que sur celui-ci, il y a le chill charging, le fait de pouvoir charger ton device wireless. Okay. Sur celui-ci, il n'y est pas. Après, le reste, c'est vraiment les mêmes features. Est-ce qu'il faut un dispositif spécial pour le charger en wireless? Il y a besoin d'électroniques particulières qui vont récupérer l'énergie du champ et le charger. Après, tu peux aussi le charger en USB et celui-ci il est chargeable seulement en USB, donc il n'y a pas de chip. Après, on peut les connecter donc en USB, en Bluetooth pour le téléphone. Et il y a un autre truc qu'on a développé, c'est le NFC. Donc on a une interface NFC. Aujourd'hui, on n'a pas développé de feature, enfin, il n'y a pas de features qui sont développées sur NFC, on en prépare pour la suite. Et donc le NFC, c'est ce qui permet de faire du tap sur ton téléphone. Okay. Donc on a plusieurs use cases en tête et donc je peux faire un peu de teasing et des features qui vont arriver qui vont utiliser le NFC. Ok, super. C'est des produits vraiment très qualitatifs et j'aime beaucoup que c'est très léger et facile d'utilisation, donc c'est la taille d'une carte bancaire en fait. C'est exactement la taille d'une carte bancaire avec un peu plus d'épaisseur. Moi je l'avais essayé à Bitcoin Pride, j'avais une démo et c'était plutôt quali.
Et le fait d'avoir un plus grand écran, c'est quand même beaucoup plus pratique. À la fois, on est capable de donner plus d'informations à l'utilisateur pour comprendre quel genre de transaction il est en train de faire. Et à la fois aussi quand tu dois entrer des informations, typiquement quand tu dois faire un recover de ta seed à la main, sur un anneau, tu es avec tes 2 boutons et tu vas mettre peut-être 10 minutes, un truc comme ça. Là, tu as un petit écran tactile et du coup, c'est vraiment très rapide, super pratique, quoi. Ouais, c'est vraiment très, très ergonomique ouais, bon, j'ai pas... Alors c'était le but, quoi. Ouais. On voulait garder le même niveau de sécurité qu'on avait sur les devices précédents et améliorer l'expérience utilisateur, l'UI, l'UX en général, quoi. Et c'est vraiment ce qu'on a cherché à faire et du coup on est vraiment content du résultat. Et avec les 2 déclinaisons, le Flex qui va être un petit peu moins cher mais sans l'écran courbé et le Stax qui est le produit premium. Super, parfait. Merci pour cette présentation des produits. Et est-ce que vous avez d'autres actualités chez Ledger, d'autres services ou d'autres produits qui sont qui sont lancés récemment ou qui arrivent bientôt? Alors qui arrive bientôt, oui. Après, si tu as des exclus que tu ne veux pas donner, ouais. souci, mais... Les produits qu'on a lancés l'année dernière, donc typiquement il y a Ledger Recover qui a fait un peu de bruit je trouve pour des mauvaises raisons. Après, les choses sur lesquelles on travaille pas mal en ce moment, c'est une initiative qu'on appelle ClearSign All the Things. Ce qui se passe notamment dans l'environnement Ethereum, c'est que les transactions qu'on est amené à faire sont de plus en plus complexes. On ne fait pas seulement du send and receive, on va interagir avec des smart contracts pour faire du lending, du borrowing sur AV, etc. Et ce genre de transaction, les parser, les comprendre, faire en sorte que l'utilisateur comprenne ce qu'il est en train de faire, c'est quelque chose qui est pas simple. Et du coup, ce qu'on voit, c'est que de plus en plus des attaquants, des scammers qui cherchent à faire signer aux utilisateurs des transactions frauduleuses, et ils vont tomber dans le panneau et signer une transaction qui donne accès à leur wallet complètement à l'attaquant. Donc ça, c'est vraiment un problème qu'on doit résoudre en tant qu'industrie. Parce que maintenant, on a, la seule visibilité qu'on a, ça va être sur l'ordinateur, par exemple via l'extension. On va avoir tous les détails, mais il n'y aura pas le visuel sur le Ledger. Le problème, c'est que sur l'extension, les attaquants, ils vont réussir à te tricker. Ils peuvent changer les informations. Et toi, tu vas croire que tu es en train de faire, je sais pas, un lending sur AV, alors qu'en fait, tu es en train de signer une transaction qui donne l'accès à ton wallet à un attaquant. Et du coup, c'est la seule façon de s'en prémunir, c'est de parser cette transaction sur le device et que l'utilisateur comprenne quel genre de transaction il est en train de faire. Du coup, on a développé tout un framework qui permet de faire ça. On avance bien, on est assez content. Là, il y a, je dirais, peut-être les 3/4 des attaques communes qui sont couvertes aujourd'hui. Typiquement, tous les permits, les ELO, etc. Là maintenant, ils sont toujours ClearSign. Et donc les utilisateurs ils peuvent plus tomber dans ce genre de panneau. Après il y a des interactions plus complexes avec les smart contracts qu'on essaie de généraliser et on va annoncer ça dans les mois qui viennent sur Q3, Q4. Ok, donc c'est peut-être pour ça l'écran plus large, c'est pour... Ah, clairement. Ouais. Sur l'anneau on peut offrir plus d'informations, mais le problème c'est que c'est pas facile de les rendre, t'as juste 3 lignes quoi. C'est un peu compliqué. Et de les rendre user-friendly et à la fin l'utilisateur il va devoir cliquer 25 fois pour voir tous les écrans. Et quand tu as trop d'informations et que tu n'es pas capable de bien les lire, les gens ce qu'ils font c'est qu'ils cliquent, ils approuvent et ils ne vérifient pas. Donc c'est vraiment... au final on dit qu'on améliore beaucoup l'UX, l'expérience utilisateur, c'est vrai. Mais en fait le fait d'avoir une meilleure expérience utilisateur, ça améliore la sécurité parce que de manière succincte et synthétique, tu as l'ensemble des informations qui te permettent de prendre ta décision. Est-ce que je vais faire cette transaction ou non? Ça évite de tomber dans des pièges. Exactement. Ouais, clairement. Et donc tu as parlé du drama Ledger Recover. Est-ce que c'était un service de recover qui permettrait à un utilisateur de ne pas sauvegarder sa seed phrase et de pouvoir la récupérer via un service que vous proposez? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le drama qui a été autour? Qu'est-ce qui a été reproché à Ledger? Et pourquoi est-ce que tu disais que pour toi c'était pas des arguments, un drama qui a été fait pour les bonnes raisons? Alors le problème qu'on voulait résoudre, c'est encore une fois, c'est un problème d'expérience utilisateur, de convenience, parce que quand tu es dans l'écosystème depuis longtemps, les 24 mots, etc., c'est un truc que tu as bien intégré, tu as compris et tu as développé ton OPSEC, etc. Quand tu es un nouvel entrant dans l'écosystème, que tu commences à initialiser ton wallet, que ce soit un hardware ou pas d'ailleurs, tu as cette notion de 24 mots, tu sais pas trop quoi en faire, etc. Et c'est un vrai pain point. Les gens ils savent pas quoi faire de leurs 24 mots.
mots et souvent ils les perdent, souvent ils les laissent traîner sur leur bureau ou slash ils s'envoient un mail avec leurs 24 mots. Il y a tout un tas de problèmes en fait autour de ces 24 mots et donc essayer de donner des options aux utilisateurs pour avoir une solution à la fois sécurisée, donc de sorte que l'attaquant ne met pas la main sur leurs 24 mots, et à la fois qu'ils ont un filet de sécurité le jour où ils perdent leur recovery sheet, etc. Ils ont toujours une possibilité de recover. C'était vraiment le truc qu'on voulait résoudre. Et le Ledger Recover, voilà, ce service fait ça. Et le backup est fait de manière décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule entité qui a accès à ta feed. Il est fait de manière sécurisée, c'est ça qu'on fait à Ledger, on a toute l'expertise qui va bien pour faire ça. Et à la fin, l'utilisateur est toujours souverain. C'est toujours lui qui a le contrôle, c'est toujours lui qui décide s'il veut faire ce recover, enfin ce backup ou pas. Et c'est le seul à pouvoir contrôler son wallet. Donc une fois que j'ai dit ça et qu'on a rempli toutes ces coches, en fait, quand tu repenses au drama, tu te rends compte qu'il n'était pas vraiment, c'est pas vraiment légitime, tu vois. Et je pense que la première chose à dire, c'est que les gens qui n'aiment pas le service et qui n'en ont pas besoin, bah ils l'utilisent pas. Moi, j'ai mon OPSEC, je sais gérer des clés depuis, parce que c'est mon métier, etc. J'ai pas vraiment besoin de ce service. Et il y a d'autres personnes pour qui c'est un pain point, ils ont envie d'avoir une option et du coup ils vont l'utiliser. Et du coup, rien que l'optionnalité du service et le fait que tu sois souverain et que tu choisis ou non d'utiliser, pour moi ça résout quand même l'ensemble des questions, quoi. Après les questions de sécurité, bon bah il y a eu les gens nous ont un peu challengé, on a open sourcé toute la partie recover, on a fait un white paper, etc. Tout ça a été analysé. Et les gens se sont bien rendus compte qu'on a fait les choses dans les règles de l'art et même mieux parce que c'est notre métier, c'est ça qu'on fait d'ailleurs. Voilà. Donc au final, bon, ça a fait beaucoup de bruit, je trouve, qui n'était pas vraiment justifié. Le pourquoi ça fait du bruit, c'est aussi la façon dont l'écosystème l'a découvert. L'écosystème l'a découvert en lisant les release notes du nouveau firmware. Au lieu de l'apprendre à travers un article de blog post, etc. Communication plus claire, précise. Et du coup, il y a eu beaucoup de spéculations autour de qu'est-ce que c'est que ça. Et puis, notre écosystème aime bien le drama déjà. Et ensuite, quand tu commences à spéculer, les gens ils imaginent des backdoors, ouais, je sais pas quoi. Bref, il y a eu tout un truc un peu. Mais est-ce que c'est pas justement une preuve que notre écosystème est sain, entre guillemets, d'avoir des personnes qui s'alarment pour un peu tout et rien, et ça permet d'être vraiment concentré et de savoir que si vous faites une erreur, vous savez que derrière il y a potentiellement toute votre entreprise. Non, ouais, d'ailleurs, ça c'est un autre argument. Enfin, les gens qui mettaient en avant qu'on pourrait mettre des backdoors, etc. Ledger serait la première victime de ça, en fait, quand tu réfléchis, tu vois. Enfin, nous, c'est la confiance de la sécurité. Si on commence à trahir ça, c'est fini, il n'y a plus de Ledger, tu vois. Donc, mais oui, effectivement, ce que tu dis, c'est assez vrai. L'écosystème est très pointilleux, etc. Et il y a des aspects positifs à ça. Ça pousse à l'excellence à tout le monde, etc. Bon, après, parfois, il y a des caisses de résonance des réseaux sociaux qui sont pas super simples. Donc, ouais, faut essayer. Faut réussir à prendre un peu de recul avec ça, mais effectivement, il y a un côté positif. C'est un peu comme sur les marchés. De toute façon, il y a beaucoup de bruit. Il faut essayer de l'atténuer et de ne pas être trop impacté par lui. Exactement. Et voir les arguments construits. Donc, clairement. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur. Je pense qu'on a. Je pense que ça reste une super option, probablement pas pour tout le monde. C'est une option parmi d'autres, selon quel est ton threat model, ton modèle d'attaque, selon les règles que tu as en tête, si tu as besoin de faire de l'inheritance, etc. Enfin, selon tes besoins, c'est une option parmi d'autres. Si c'est pas pour toi, tu l'utilises pas. D'ailleurs, c'est un service payant, c'est pas gratuit. Et il y a d'autres options. Et d'ailleurs, on travaille aussi à réfléchir sur d'autres options pour le futur, histoire qu'il y ait une gamme d'options possibles pour le backup, puisque le backup, ça reste un vrai truc, un vrai problème pas simple. Et aujourd'hui, moi, je vois beaucoup plus de gens qui perdent leur seed et qui n'ont plus accès à leur fonds, du coup, et c'est fini, on peut rien faire pour eux. Plutôt que de problèmes avec Recover, il n'y a aucun problème avec Recover. Est-ce que dans ces autres solutions, il y a par exemple ce que fait Liana avec les. Peut-être que tu peux pas en parler. Alors, je vais pas dire ce sur quoi on travaille sur plusieurs choses, mais il y a des choses qui vont être super intéressantes. Et ce que fait Liana, c'est cool. Nous, ce qu'on a fait avec l'équipe qui travaille sur Bitcoin, c'est justement permettre d'avoir le support qui va bien pour faire du multisig, pour faire des TypeScript, pour faire des mini-scripts, etc. Et tout ce support, en fait, c'est ça qui a permis à Liana d'implémenter leurs produits. Et d'ailleurs, ils poussent un peu les autres hardware wallets à implémenter aussi le même niveau de support. Il n'y en a que 2 ou 3 dans le...
dans l'écosystème qui supportent Liana. Ouais, mais au début on était les seuls et ensuite je crois que Trésor s'est mis à le faire, non je suis même pas sûr. Non, pas Trésor, il me semble que c'est Bitbox Bitbox s'est mis à le faire. Et Jade. Jade, ok. Voilà. Et du coup c'est une bonne option. Après un des inconvénients de ça c'est que c'est Bitcoin only, là tu vas créer un script, etc. Mais ça reste une quelque chose de similaire pourrait être fait sur Ethereum avec un smart contract. C'est ça, mais après le problème c'est que si tu as une solution par chaîne, c'est pas super pratique. C'est pour ça l'avantage de Recover c'est que c'est directement c'est les clés directement. Parce que c'est les clés, c'est les 24 points. Ok, super. Donc tu vas aussi avoir un talk vendredi. Donc le titre c'est Scalabilité, sécurité du réseau Bitcoin. Est-ce que tu veux toucher 2 mots peut-être pour donner envie aux personnes d'aller voir le replay quand il sera sorti sur la chaîne YouTube de Surfin? Yes. Voilà, sans trop non plus donner des détails ou spoiler. Ok. Ouais. Donc l'idée que je veux mettre en avant, c'est que si on réfléchit aux challenges qui vont venir pour Bitcoin et qu'on se concentre surtout sur les challenges de technologie, parce qu'il y a aussi tout un tas de challenges autour de la géopolitique, de la régulation, etc. Mais si on regarde surtout les challenges de la technologie que Bitcoin va rencontrer, pour moi il y en a 2. Le premier, c'est la question de la sécurité. On parle souvent de security budget dans l'écosystème. C'est le fait que les mineurs ils sécurisent le réseau et sont récompensés par le réseau à travers chacun des blocs qu'ils vont trouver d'une récompense en Bitcoin. Et ce qu'on sait, c'est que au travers des différents halvings qui arrivent et qui vont continuer d'arriver, cette récompense elle est divisée par 2 tous les 4 ans. Donc si on prend une première approximation, en fait on se dit que les mineurs ils vont continuer à être rentables de la même manière qu'ils le sont aujourd'hui si le prix de Bitcoin continue à doubler tous les 4 ans. C'est une bonne approximation. Ça aujourd'hui, il n'y a aucun problème là-dessus. Le Bitcoin fait plus que doubler tous les 4 ans et donc les mineurs sont toujours très rentables et ils continuent à investir pour sécuriser le réseau. Et si on regarde sur le long terme, doubler tous les 4 ans, au bout d'un moment ça marche plus quoi. Ou alors tu vois, Bitcoin vaut plus cher que l'ensemble de tout l'argent qu'il y a déjà dans le monde. Donc il y a un moment ça va, il y a un moment ça fonctionne plus. À quel moment ça fonctionne plus, ça on ne sait pas. Pour l'instant le problème n'est pas là, mais il y a un moment où ça fonctionne plus. Et du coup ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Les mineurs, comment on fait pour les récompenser? Satoshi il avait pensé à une solution. La solution c'est de faire en sorte que les fees du réseau récompense, donc à chaque fois qu'on fait des transactions on paye une fee, récompense les mineurs et que cette deuxième stream de revenus ça compense la perte qu'ils vont avoir sur les blocs. Et en fait ce truc là ça fonctionne pas complètement parce qu'on a un deuxième problème sur Bitcoin, c'est la question de la scalabilité. Bitcoin a plein de qualités, mais il y en a une qui l'a pas, c'est qu'il n'est pas scalable dans le sens où c'est pas possible de faire un grand nombre de transactions par seconde sur Bitcoin. On parle souvent de 7 transactions par seconde, c'est une approximation, en fait c'est un nombre on a des blocs en taille définie. Par 10 minutes. Exactement. Je crois qu'on a une moyenne de 6 et quelques. Exactement, c'est quelque chose comme ça. Si tu compares à Visa processe autour de 2000 transactions par seconde et est capable de processer 20 000 transactions par seconde. Est-ce qu'on a besoin d'avoir la vitesse de Visa sur Bitcoin? Sûrement pas, mais par contre 7 c'est vraiment pas beaucoup. Quand tu réfléchis et que tu essaies de mettre les choses en perspective, 7 transactions par seconde et qu'on imagine une adoption de masse, et c'est ça qui va arriver sur Bitcoin, moi j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. On a 9 milliards d'humains sur Terre, si tu imagines que les 9 milliards d'humains ils utilisent Bitcoin à un moment ou à un autre, 7 transactions par seconde, ça fait 2 transactions par humain et par vie. C'est-à-dire que dans ta vie, tu as le droit de faire 2 transactions. C'est ça en fait la scalabilité de Bitcoin. Donc je te dis pas qu'on a besoin de Visa de faire 20 000 par seconde, mais 7 c'est vraiment peu quoi. Donc voilà, mon talk part de ça. J'explique qu'on a ces 2 challenges qui arrivent et j'explique que y a des solutions. C'est pas que des problèmes, il y a des solutions à ça qui existent déjà plus ou moins. Certaines peuvent utiliser le réseau Bitcoin tel qu'il est aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose à changer, mais elles ont aussi leurs limites. Et d'autres nécessiteraient un soft fork de Bitcoin. Il y a OP4 par exemple qui est une solution à ça. Il y en a d'autres. Voilà, ça va être ça un peu le sujet de mon talk. Ouais. Juste pour répondre à cette critique de la scalabilité, certaines personnes utilisent cet argument pour dire au final une autre blockchain alternative est meilleure, mais en fait on peut aussi arguer que en fait, cette non-scalabilité est aussi une feature de Bitcoin, et ce qui fait que Bitcoin est aussi solide et perdure dans le temps et aussi décentralisé encore aujourd'hui.
Parce que si on le rendait plus scalable, après ça donne Bitcoin Cash, tout simplement. Et, donc c'est le fameux triangle de la blockchain, du triangle de la blockchain, effectivement. C'est difficile d'avoir à la fois de la scalabilité, à la fois de la sécurité et à la fois de la décentralisation. Et quand on va beaucoup d'un côté, par exemple si tu vas beaucoup vers la scalabilité, soit tu perds un peu de sécurité ou beaucoup, ou soit tu perds de la décentralisation. Et souvent tu perds de la décentralisation après. Oui, et puis même... Bon, on va pas rentrer non plus dans le détail de chacune, mais il y a plein de solutions qui même prétendent résoudre le triangle de la blockchain, alors qu'en fait pas du tout. Et souvent c'est juste un compromis entre chaque. C'est des compromis, bien sûr. Et je pense que vous regarderez mon talk si ça vous intéresse, mais je pense que une bonne stratégie, c'est d'utiliser des L2. On garde le Bitcoin tel qu'il est aujourd'hui, avec peu de scalabilité, mais une grosse sécurité et une bonne décentralisation, parce que justement il est facile à faire tourner, etc. Et que tu as des incentives qui sont suffisamment grands pour les gens à faire tourner des full nodes et du mining. Et ensuite tu as des L2 qui eux sont beaucoup plus centralisés, mais par contre qui sont très scalables. Et du coup l'ensemble des deux fait que tu as un système qui va être à la fois qui va être complètement scalable, et tu vas pouvoir utiliser les propriétés de ton L1 en Bitcoin qui sont la sécurité et la décentralisation. Donc le truc complet, si tu regardes que le L2 en lui-même, tu as un problème de centralisation. Oui. Et par contre, si tu regardes que le L1, tu as un problème de scalabilité. Si tu regardes le L1 plus le L2 ensemble, tu résous globalement le problème complet. Et les trade-offs, ils me paraissent plutôt acceptables. Ouais, par exemple, peut-être que ça va spoiler un petit peu ton talk, mais ces derniers mois, il y a le wallet Aqua qui a été créé. Et donc je trouve que c'est un bon compromis où c'est sur le liquide, donc c'est centralisé, mais c'est aussi compatible avec Lightning. Donc des LBTC, tu peux les envoyer directement via Lightning, du vrai BTC sur Lightning. Et donc je pense que c'est un bon compromis et c'est un bon produit pour permettre à tout le monde d'utiliser Bitcoin de manière plus souveraine parce qu'ils ont leurs clés, même si c'est un réseau plus centralisé. Donc j'imagine que c'est une des solutions que... Il y a tout un tas de projets en tout cas qui travaillent là-dessus, et effectivement c'est toujours une question de trade-off. En tout cas il faut bien avoir en tête qu'il y a cette question de scalabilité et qu'on va avoir besoin de la résoudre d'une manière ou d'une autre. Et il y a cette question de security budget aussi qu'il va falloir réfléchir pour le long terme. Et de mon point de vue, les L2, selon comment on les implémente, etc., peuvent résoudre les deux problèmes d'une paire de coups, quoi. Donc c'est ça le sens de mon talk. Ok. Ça fait déjà 20 minutes, mais je pense qu'on peut continuer un petit peu, si ça se va. Ouais, carrément. Ok. Donc hier, on a parlé un petit peu de Bitcoin versus Ethereum, et tu disais que pour toi, la comparaison ne faisait pas de sens. Pourquoi ? Yes, alors souvent on essaie d'opposer Bitcoin à Ethereum, et pour moi c'est vraiment un faux débat. Et je trouve que les gens qui tapent, les éthéristes qui tapent sur Bitcoin et les bitcoiners qui tapent sur Ethereum, ils desservent un peu la cause au final, tu vois. Moi c'est vraiment mon avis. Et la raison pour laquelle je pense qu'on peut pas vraiment les comparer, c'est que c'est deux objets qui n'ont pas du tout le même sens. Ils utilisent tous les deux une technologie similaire qui est la blockchain. Mais le problème qu'ils cherchent à résoudre est complètement différent. Bitcoin, le problème qu'il cherche à résoudre, c'est d'avoir de l'argent incensurable. En fait, si on veut faire une punchline, Bitcoin, c'est ça, c'est permissionless money, et ça le fait super bien, store of value, donc ça c'est le use case qui marche bien, et ça fait ça, et ça fait que ça, et ça fait bien ça, quoi. Si on met de côté les challenges à venir dont je parlais juste avant, et Bitcoin, ça fait ça. Ethereum, c'est un truc qui fait complètement autre chose. Ethereum, c'est un ordinateur décentralisé qui va faire du calcul qu'on peut truster. Genre, quand tu dis d'un côté permissionless money et d'un autre côté ordinateur décentralisé et trusté, en fait, ces deux objets n'ont rien à voir, en fait, tu vois. C'est pour ça que opposer l'un à l'autre, moi, je trouve que c'est un mauvais débat, tu vois. Et on essaie de les mettre sur le même plan. Parce que les deux utilisent la technologie blockchain et les deux ont un token, un token qui a une valeur et sur laquelle les gens spéculent. Le sens du token Ethereum, c'est de payer du gaz pour faire tourner l'ordinateur décentralisé. Ouais. C'est ça. Le sens de Bitcoin, c'est juste de la monnaie, de l'argent, c'est tout. Tu vois, c'est deux choses qui n'ont vraiment rien à voir, quoi. C'est pour ça que, moi j'aime. Après, on peut critiquer l'un ou l'autre
pour les questions de décentralisation, pour les questions de sécurité, pour les questions de scalabilité. Et d'ailleurs, ils ont des trade-offs qui sont un petit peu similaires au final. Surtout au début d'Ethereum, c'était avec le Proof of Work, c'était vraiment très similaire. Avec le Proof of Stake, maintenant les trade-offs sont un peu différents. Mais là, on parle juste du trade de la blockchain, d'une blockchain par rapport à l'autre. On ne parle pas du use case, tu vois. Et pour moi, ce qui est important à la fin, c'est le use case. Le use case de Bitcoin et le use case d'Ethereum n'ont rien à voir. Ouais, c'est sûr, mais en fait, moi, personnellement, pour ceux qui me connaissent, je suis très critique d'Ethereum parce que pour moi, ça va dans le mauvais sens. Ce que je veux dire, c'est que, évidemment, aujourd'hui, Ethereum est toujours décentralisé et relativement souverain, mais le fait qu'il fonctionne en proof of stake, qu'il y ait beaucoup d'investisseurs early qui ont toujours beaucoup d'Ether, que les mineurs, les anciens mineurs ont toujours aussi beaucoup d'Ether, et que le proof of stake concentre un peu tous les Ethers entre eux, surtout qu'on a les ETF qui arrivent, et Ethereum aussi aujourd'hui est dépendant de L2 qui sont très centralisés, alors que Bitcoin, on a d'autres solutions qui sont moins centralisées. Et en fait, pour moi, le débat, il est pas. Enfin, si je suis aussi critique, c'est pas juste pour dire ils ont deux use cases différents, mais c'est plus pour dire que en fait, les choix qui ont été faits pour Ethereum sont moins bons que pour Bitcoin, et surtout la communauté Ethereum prétend que ces choix sont quand même meilleurs, alors que quand on regarde dans les faits, ça va plutôt dans le même sens. Et donc par exemple, je regardais ce matin, on est à environ 44-45% de blocs OFAC compliant, donc on disait c'est possible aussi sur Bitcoin, mais à mon sens, les choix qui ont été faits pour Ethereum le rendent plus vulnérable à une attaque d'ampleur. Parce que maintenant, on n'a pas d'obligation les validateurs n'ont pas d'obligation d'être OFAC compliant, mais pourtant, il y a presque 50% qui le sont déjà. Et donc, je me dis, d'ici 10 ans, si jamais il y a vraiment une loi, les États-Unis passent une loi un peu liberticide, ça pourrait être assez catastrophique pour Ethereum. Alors, sur la question des blocs OFAC compliant, c'est un truc qui est assez intéressant, mais pour moi, c'est assez décorrélé du fait que tu sois en proof of stake ou proof of work. Typiquement, le proof of stake de Ethereum, je suis tout à fait d'accord pour le critiquer pour diverses raisons. Et la principale, c'est qu'aujourd'hui, tu as plus de 30% du proof of stake qui est géré par Lido. Et ça c'est un vrai problème. Oui. À la limite, de tous les problèmes que tu as dit, celui-là, je pense, c'est un peu gros problème. Après, il me semble que Lido est séparé en plusieurs entités, donc c'est pas aussi centralisé qu'on pourrait le croire. Typiquement, le multisig de Lido, c'est 6 personnes. Tu as 6 personnes dans le monde qui ont accès à 33% des Ethereum du monde. Donc, je pensais qu'il y avait une vingtaine d'entités qui géraient justement les nœuds, etc. Mais... Oui, il y a les nœuds de validation, etc. Mais les clés de Lido, elles sont... C'est un peu comme les L2, je crois que c'est Arbitrum où il n'y a que quelques devs qui ont... Les L2 optimistiques sur Ethereum, ils ont vraiment beaucoup de problèmes de centralisation, d'autant plus qu'il n'y a pas de fraude prof. Et du coup, c'est complètement trustful. Là, il y a un problème de narrative parce que, typiquement, quand ils te vendent l'idée de la résistance à la censure sur les d'Ethereum qui sont optimistiques, ça va pas du tout, c'est faux, quoi. Par contre, tu parles de OFAC compliance. En fait, c'est deux choses différentes de à la fois sécuriser le réseau et à la fois construire les blocs. Et typiquement, dans Bitcoin, on a aussi un problème similaire. C'est que quand tu mines, vu comme le système de minage est fait, les personnes qui minent peuvent être très nombreuses, etc. Mais par contre, les gens qui construisent les blocs, il y en a très peu. Parce que les gens qui construisent les blocs, c'est des pools. Et à la fin, si une pool se trouve aux US et que les US régulent ou qui veulent prendre de l'avance sur la régulation et faire des blocs compliant, tu auras le même problème. La question de OFAC compliance sur Ethereum vient du fait que la plupart des blocs sont construits par Flashbot. Flashbot est aux US et ils ont peur de la régulation. Ouais. C'est ça qui s'est passé en fait, tu vois. Et du coup, ce même problème peut arriver aussi sur Bitcoin, tu vois. Bien sûr. Mais c'est une vraie question, la résistance à la censure avec la construction des blocs, etc. Et en fait, c'est pas facile de faire un consensus décentralisé qui empêche ces problèmes-là, tu vois. Et le design d'Ethereum du Proof of Stake avait été fait dans ce but-là, avec l'idée où on fait seulement des validateurs qui ont 32 Ethers, il va y avoir autant de validateurs que de gens qui ont 32 Ethers. Ça, c'était ça qu'ils voulaient faire au début. Ouais. Et si vraiment ils avaient réussi à faire ça, que tous les gens qui ont 32 Ethers, ils ont leur propre validateur, leur propre constructeur de blocs, etc. S'ils avaient réussi à faire ça, ça serait bien plus décentralisé que Bitcoin.
Donc ça c'était la volonté, mais ce qui s'est passé, c'est que tu as 33% plus de 30% des Ethers qui sont stakés, qui sont chez Lido, quoi. Et puis surtout, donc c'est près d'un tiers qui est sur Lido, mais il y a aussi beaucoup d'exchanges, genre Coinbase, qui ont beaucoup d'Ethers et qui permettent de staker via leur plateforme. Et donc, au final, c'est les plateformes qui stake et qui valident la chaîne et pas les utilisateurs. Et on a aussi les ETF qui viennent d'arriver. Et en fait, le fait. Typiquement, sur les ETF, tu as aussi le même problème sur Bitcoin. Mais ça donne pas de pouvoir sur le consensus. Non, pas directement, mais. Faire de la pression si jamais ils arrivent à avoir une grosse quantité. Mais pour moi, cette narrative-là, à long terme, n'est pas viable. Parce qu'en fait, ça va. Admettons, ils L'autre pressent. truc que ça peut poser, le problème des ETF sur Bitcoin, c'est que, comme on vient de dire, les mineurs, ils sont incentivés par les récompenses des blocs et par les transactions on-chain. Mais si demain, je sais pas, tu as 40% des bitcoins qui sont dans les ETF, les transactions on-chain, il n'y en a plus. Ouais. Et du coup, les mineurs, ils sont plus incentivés, ils ont plus d'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu as aussi ce problème-là qui peut arriver avec les ETF. Mais si les émetteurs d'ETF, par exemple, créent leur fork et que justement tout l'échange de Bitcoin se fait via des ETF, donc forcément les mineurs ne seront plus rentables, donc il y aura moins de mineurs, donc cette chaîne soit mourra au cours du temps, soit sera plus sécurisée parce qu'il n'y a plus assez de mineurs. Et de l'autre côté, le fork, la partie qui est restée non sujette aux émetteurs. S'il y a beaucoup moins d'activité, etc., les mineurs ont moins d'incitants tu vois, à sécuriser la chaîne. Mais c'est sûr que ce sera très impactant pour c'est un problème aussi. Mais, mais sur le long terme, en fait, la chaîne qui restera non compliant restera plus longtemps dans le temps. Et donc forcément, peut-être que Bitcoin perdra 99% de sa valeur à ce moment-là. Ah, mais du coup, tu as plus de sécurité, du coup, c'est super facile de flipper, de faire un 51%, etc. C'est ça, mais sur le long terme, en fait, elle a plus de chances quand même de perdurer. Et donc c'est pour ça que les émetteurs d'ETF n'ont pas non plus d'incentive à le faire. Non, bien sûr. Et à la fin, c'est aussi ça la théorie des jeux, tu vois. Il n'y a pas grand monde qui a un intérêt fort, en fait, à casser la sécurité. Même sur Ethereum, d'ailleurs. Ouais, ni sur Bitcoin, ni sur Ethereum, bien sûr. Quand tu es en proof of stake et que tu es Lido et que tu peux take over la chaîne, si tu le fais, tu te détruis aussi, tu vois. Ouais. Donc il y a aussi ce côté-là, quoi. Le côté, c'est un peu comme la bombe nucléaire, tu vois. Ok, on a des boutons nucléaires, mais en fait, si on a un peu dans la pétition, on est tous dans la merde, donc on le fait pas. Donc c'est bien résumé cette analogie. Et super, je crois qu'on a parlé un peu de tous les sujets. Est-ce que tu veux mentionner quelque chose d'autre faire une dernière. Moi, j'aime bien insister sur un truc qui me paraît super important, et justement avec les ETF qui prennent beaucoup plus de place, ça me paraît important de le rappeler. C'est que moi, ce que je trouve vraiment révolutionnaire dans Bitcoin et dans Ethereum pour d'autres raisons, c'est le côté permissionless, le fait qu'on n'ait pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Et de posséder de l'argent et de le dépenser et dans le cas d'Ethereum d'avoir du calcul décentralisé que tout le monde trust, etc. Et ça c'est vraiment fort et c'est possible seulement si tu es en self-custody. C'est pour ça que je vois que les ETF ils prennent de la place, etc. Genre, je comprends que les gens ont envie de spéculer, mais en fait c'est vraiment, ça n'a rien à voir d'être exposé à la valeur de Bitcoin et posséder du Bitcoin. Et pour moi, la révolution, et c'est le truc qui a du sens, c'est de posséder. Si tu as juste un ETF Bitcoin, en fait, ça n'a aucun intérêt. Tu peux acheter du Nvidia, tu vois. Oui, je suis d'accord. C'est vrai, quoi. Je suis vraiment d'accord. Super, on peut finir là-dessus alors. Et voilà, merci beaucoup d'avoir accepté. Et à une prochaine. Merci, super discussion. Merci.